Le constat sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que le nombre de dépressifs ne cesse d'augmenter depuis un siècle. Au début du XXe siècle, il y avait moins d'1% des gens qui avaient un épisode de dépression dans leur vie. Au milieu du siècle, ceux qui sont nés dans les années 50, eh bien, on est déjà à 6% de gens qui ont un épisode dépressif avant 30 ans. Et aujourd'hui, on considère qu'une personne sur 5, 20% des gens, vont avoir un épisode dépressif pendant leur vie. Et c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on constate dans tous les pays du monde, et c'est ce qui convient vraiment d'expliquer. La dépression est omniprésente. À la une des journaux, régulièrement à la radio, nous entendons ce même constat. On pourrait attraper la dépression comme une simple grippe au cours d'un hiver. Ce terme médical, autrefois réservé aux malades des hôpitaux psychiatriques, s'est imposé à tous en à peine 50 ans. Désormais, on parle même d'une épidémie mondiale. Il n'existe pas une seule région dans le monde où il n'y a pas de cas de dépression. C'est un mal répandu. Il survient partout. Tout le monde peut être atteint. Et c'est une maladie. Les nouvelles données indiquent que 350 à 400 millions de personnes dans le monde en sont atteintes. Et il ne s'agit pas de sentiments habituels de tristesse, de détresse ou de déprime qu'on a tous de temps en temps dans notre vie quotidienne. C'est quelque chose de bien plus grave et sérieux que cela. C'est un trouble clinique, pas une humeur passagère. Il a été montré que la dépression est la deuxième maladie la plus invalidante dans le monde lorsqu'on la compare avec d'autres problèmes de santé. Cela doit être souligné, car ce n'est pas souvent reconnu comme étant si important. Il faut, je pense, que les gens comprennent que la dépression est là, qu'elle peut créer des handicaps, mais surtout qu'elle peut être diagnostiquée et soignée. C'est ça le message. Que s'est-il passé pour que nous en arrivions là ? Comment expliquer ces données alarmantes? Comment nos sociétés se sont-elles mises à fabriquer de la dépression à grande échelle? Un des pays les plus récemment touchés par la hausse spectaculaire des cas de dépression est le Japon. Jusque-là ignoré du grand public, le mot dépression s'est soudainement popularisé au début des années 2000. Depuis, le pays a vu le nombre d'individus diagnostiqués passer de 250 000 à plus de 1 million. Shigotoが急に忙しくなりまして、ほとんど休みもなく毎日働いていまして、そういう多忙な状況の中、やっぱり体は疲れているのに眠れないという状況が何日も続きまして、っていうのが原因かなと思います。睡眠のリズムとか、もしくはその睡眠時間の確保っていうのは、そういった時どうされてたんですかね。昼間になるべく時間を見つけて、その職場のソファーで横になったりとか、そういう意識はしてました。土日もなく？土日とかは関係なくですね。やっぱり事件事故はいつでも起きるものですし、はい。まあ今後お仕事ねまた戻るとなると、はい、どうやっていくとよろしいですかね。まずは再発防止を図るために、やっぱり投薬治療を継続するっていうことと。
Quand je vois la façon dont la dépression s'est propagée aujourd'hui, je me souviens qu'en 1997, aux États-Unis, où j'étudiais la dépression, tout le monde en parlait, prenait du Prozac, alors qu'au Japon, personne ne l'évoquait. En revanche, à partir de 1998, le taux de suicide a atteint un niveau record qui s'est maintenu pendant 13 ans. Et on a alors commencé à se demander si la dépression n'était pas une des principales causes des suicides. La prise de conscience nationale s'est faite en 2000, lorsque pour la première fois, une entreprise, Dentsu, la plus prestigieuse agence de publicité japonaise, a été condamnée par un tribunal et ainsi rendue responsable du suicide de l'un de ses employés, victime de surmenage. Le nombre de suicides avait dépassé 30 000 personnes par an. C'est la raison pour laquelle ce jugement de l'affaire Dentsu n'a pas laissé les Japonais indifférents. De tels procès se sont multipliés depuis. Et la dépression s'est vue considérée par les Japonais comme la principale explication de la hausse considérable du nombre de suicides. Un lien de causalité s'est ainsi imposé entre surmenage, dépression et suicide. Ce sont les infos de la chaîne NHK. Ainsi, depuis cette époque, la dépression a commencé à être connue progressivement au Japon. Et puis, sous l'effet conjoint des campagnes de prévention du suicide et des publicités sur les antidépresseurs qui ont fait leur apparition dès 1999, c'est devenu soudain une maladie connue du grand public. Le gouvernement et les entreprises ont fait des efforts. Mais rien n'a changé au niveau des horaires de travail pendant ces 10 dernières années. En ce moment, on prête particulièrement attention aux jeunes, surtout depuis le cas du jeune Ishizawa. Mon fils était un jeune homme drôle et gai. Tous les soirs, on se réunissait à Utsunomiya où il habitait. Un jour, peu de temps avant sa mort, mon fils a proposé de donner ses économies à son petit frère. Et moi, en l'entendant, j'ai trouvé ça bizarre. À la fin, il disait qu'il était un incapable. Tout ça, c'est parce qu'il ne pouvait pas atteindre les chiffres exigés par l'entreprise. Je lui en ai parlé, mais je ne savais pas qu'à ce moment-là, sa situation était si grave. Lors des funérailles de mon fils, le chef de l'entreprise est venu s'incliner devant son corps pour présenter ses condoléances.
Aussitôt après, son secrétaire lui a dit « Chef, c'est l'heure de partir ». Il avait un autre rendez-vous. Son attitude m'a profondément déçu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de connaître la vérité. Au cours de sa vie, il n'avait jamais consulté de médecin psychiatre. Durant mon enquête, j'ai rassemblé les témoignages de ses proches. Tous ces éléments m'ont permis de conclure qu'il s'était suicidé à cause des troubles mentaux survenus suite à son surmenage. Je ne connais pas bien la notion du suicide chez les Occidentaux. Mais au Japon, au temps des samouraïs, c'était plutôt un acte honorable dans notre culture. Donc, cette façon de penser a persisté dans le cœur des Japonais. Nous ne jugeons pas forcément ceux qui se suicident comme des gens faibles ou cédant à une maladie. Mais depuis 15 ans, plus l'intérêt pour la dépression s'est développé, plus le romantisme qu'on prêtait au suicide est en train d'évoluer. J'ai l'impression qu'il y a eu une évolution radicale. Avant, on considérait le suicide comme un acte de libre arbitre et accompli sans aucune hésitation. Désormais, on commence à penser que la cause est peut-être la dépression. Les Japonais ne sont pas les seuls à faire face à une forte augmentation du nombre de personnes dépressives. En Allemagne, s'est créée l'Alliance européenne contre la dépression, organisme regroupant 15 pays européens et dirigé par le professeur Ulrich Hegerl, directeur de la clinique psychiatrique de Leipzig et consultant régulier auprès de l'industrie pharmaceutique. Le nombre de dépressifs est-il, tout comme au Japon, en hausse en Allemagne ? Ou ces résultats en constante augmentation sont-ils simplement la conséquence de stratégies de dépistage plus actives? Zunächst, vielleicht ganz interessant nochmal, die Frage ist ja oft, sind denn Depressionen wirklich so häufig? Oder wird es einfach durch die Erhebungsmethode falsch eingeschätzt? Wir hatten die Chancen, die KV-Daten auszuwerten und Sie sehen, dass im Jahr 2006 die Diagnose Depression über 87.000 Patienten gestellt worden ist, bei etwas mehr als 8 Millionen Versicherten. Il y a le sentiment dans l'opinion publique, dans de nombreux pays, que les dépressions augmentent. Cela a sans doute à voir avec le fait que dans l'ensemble, la prise en charge des personnes s'améliore. Cela veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont accès au système de santé public, chez qui la dépression va être reconnue et diagnostiquée. Nous avons plus de personnes qui reçoivent une psychothérapie et plus de personnes qui prennent des antidépresseurs. Un programme de sensibilisation a été mis en place par l'Alliance pour former et informer patients, médecins, travailleurs sociaux et médias sur la dépression et le risque suicidaire. Ce programme est désormais appliqué dans plus de 100 régions en Allemagne et en Europe. Pourquoi je fais cette formation ou pourquoi je m'y intéresse? D'abord parce que c'est notre domaine dans le travail. Nous travaillons beaucoup avec des dépressifs.
Et personnellement, j'ai aussi un intérêt pour le sujet. Et le fait qu'on ne doive pas tout repérer soi-même, mais que l'on puisse partager certaines choses en équipe, dans des réunions comme celle-ci, lors de cette formation, c'est exactement la raison pour laquelle je fais ça, pour laquelle nous faisons ça avec l'association. Eine andere erschreckende Zahl, warum es ein Bündnis geben muss, ist es ein Anstieg über 100% bei den jungen Erwachsenen. Man sieht die Frauen sogar noch ein bisschen früher. Das kann auch damit zusammenhängen, dass die Männer vielleicht später zum Arzt gehen. Es ist auch nicht immer gesagt, dass... Ma dépression n'était pas grave au point que je ne pouvais plus me lever de mon lit. Ce n'était pas du tout comme je le vois parfois auprès de certains malades. Chez moi, c'était très différent. Socialement, j'ai beaucoup de relations. Ce n'est pas le cas de nombreux malades. Et c'est un facteur important pour moi. Mon fils joue au football. Et il y a 2 ou 3 ans, le gardien de but du club d'Hanovre, Robert Enke, s'est suicidé. Dépression. Il s'est jeté sous un train. Mon fils en a entendu parler. C'était même dans les journaux pour enfants. Et puis c'était un gardien de but qu'il avait vu jouer. Mon fils sait. Dépression. Il a entendu que je souffrais de dépression. Alors évidemment, ça s'emballe. Il se fait du souci. Il est anxieux. Il demande toujours « Ouais papa, que fait-il maintenant ?» On a été très ouverts avec les enfants. Ils ont vécu tout ça, ils ont compris. Nous avons toujours été francs avec eux. Et mon fils est toujours un peu soucieux, mais il est devenu plus calme. Je trouve ça très important d'impliquer l'entourage. Ces processus de dépistage, qui se mettent en place dans un nombre croissant de régions du monde, selon un protocole vivement recommandé par l'OMS, incite à aller consulter un médecin. Autant de nouveaux diagnostics qui peuvent être pris en compte dans les statistiques. Mais regardons de plus près sur quoi reposent ces programmes, sur quelle méthodologie, et surtout, sur quelle définition de la maladie. La question la plus compliquée au monde, c'est comment définir la dépression. Parce que c'est utilisé de manière tellement différente. Le procédé standard des médecins pour la définir, c'est d'utiliser le manuel diagnostique et statistique, le DSM, qui a une série de critères définissant les symptômes les plus caractéristiques de la dépression. Et ça inclut la tristesse, la perte d'intérêt, les troubles du sommeil ou de l'appétit, la perte d'énergie, un sentiment de désespoir face à l'avenir, de pessimisme par rapport à sa vie actuelle et d'échec par rapport à sa vie passée. À cela s'ajoute très souvent un sentiment d'impuissance, d'inutilité. Et dans les cas les plus sévères, la personne est complètement inapte ou a de grandes difficultés à faire toutes ces choses qui font partie d'une vie normale. Elle se sent dans un état pire que ce qu'elle a jamais ressenti, pire que de perdre l'être qu'elle a de plus cher au monde. Le DSM, donc Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, c'est un gros dictionnaire en fait, donc un manuel au sens vraiment pratique, qui est destiné aux cliniciens et qui doit les aider à poser un diagnostic. En l'occurrence, pour la dépression, eh bien, sur 8 symptômes classiques, il faut que 4 au moins soient présents presque tous les jours pour que le diagnostic puisse être posé. Donc la grande nouveauté de ce manuel, c'est qu'il a, pour la première fois dans l'histoire de la psychiatrie, imposé à chaque clinicien des règles strictes dans la manière de poser le diagnostic. Avant 1980, 2 psychiatres ne se seraient jamais mis d'accord sur le diagnostic d'un même patient. Une catastrophe pour la profession. Le DSM était un effort pour que les cliniciens travaillent tous à partir des mêmes critères. Et ça a conduit à une réelle augmentation de la fiabilité des diagnostics. La grande nouveauté du DSM, qui va avoir des effets considérables dans la culture, c'est que les patients
n'ont plus besoin d'une certaine manière du psychiatre pour savoir de quoi ils souffrent. Il suffit qu'eux-mêmes consultent le DSM, soit dans une bibliothèque, soit aujourd'hui sur Internet. Chacun peut très facilement trouver quels sont les signes de la dépression en tapant sur Internet dépression, définition du DSM, et chacun va obtenir très facilement la liste. Le problème commence lorsque la psychiatrie saisit l'opportunité d'aider plus de personnes et quitte l'asile pour s'adresser à la population tout entière. Lorsqu'elles sortent du cadre hospitalier, la psychiatrie, les professions de santé mentale, les travailleurs sociaux, les psychologues, les thérapeutes de couple ou de famille, toutes ces professions s'adressent à l'ensemble de la population pour les aider. Et on a tout d'un coup un nouveau problème qu'on n'avait pas avant. La simplicité d'usage du DSM l'a rendu accessible à tous, bien au-delà de son utilisation initialement réservée aux professionnels. On trouve aujourd'hui des structures proposant du prêt à diagnostiquer qui se présentent sous la forme de simples questionnaires. L'intention est apparemment louable. Vous voyez un aperçu de ce à quoi notre nouveau programme en ligne va ressembler. C'est super excitant. On est vraiment emballés. Ce sera rapide, ça ne va pas prendre 2 heures, ça va prendre 2 minutes. C'est parti. Donc on choisit un test, mettons dépression. Ça fait 35 ans que je travaille sur le DSM d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé comme participant pour le DSM 3. J'ai été l'un des chefs du développement de la version révisée en 87, puis le patron du groupe de travail pour le DSM 4 en 94. Et j'ai été très critique du dernier en date, le DSM 5, ces 4 dernières années. Nous avons fait une grosse erreur dans le DSM 3. Nous avons mélangé les dépressions les plus sévères, qu'on appelle les dépressions mélancoliques, pour lesquelles il y a un énorme bouleversement de l'humeur, une grande agitation, une léthargie, une incapacité à fonctionner, souvent des délires. Nous avons mélangé ces problèmes très graves avec des problèmes bien plus mineurs. On pensait qu'on s'en sortirait parce qu'il y avait des sous-classements et des indices de gravité. Mais dans l'esprit des gens, tout s'est emmêlé. Ces 15 derniers jours, à quelle fréquence vous êtes-vous senti manquer d'énergie ou ralenti? Et les gens commencent à répondre à ces questions. Ces 15 derniers jours, à quelle fréquence vous êtes-vous senti coupable de quelque chose? Senti désespéré face à l'avenir? Senti déprimé? On mélange beaucoup de choses ici, en particulier des problèmes qui sont plutôt de l'ordre de la démoralisation, qui peuvent être très durs à vivre, mais qui sont avant tout sociaux. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, on l'a déjà évoqué, c'est l'idée que le mot dépression devient une manière de désigner le désarroi en général, d'exprimer les difficultés et malaises de tous les jours. Ça aussi, c'est mélangé. On appelle donc dépression des problèmes mineurs, des problèmes plus sérieux qui ne relèvent pourtant pas de la dépression, ainsi que des problèmes plus fondamentaux, qu'on retrouve à mon avis dans le monde entier, qui font partie de la vulnérabilité humaine, et là, qu'on peut appeler dépression. Nous voulons vraiment que la santé mentale soit abordée et traitée avec le même sérieux que la santé physique. C'est notre but, c'est notre vision, celle d'un monde dans lequel ça arrive. D'une certaine manière, en ce qui concerne la dépression, le système tout entier de recherche, de traitement et de dépistage, qui inclut tant de gens, repose sur cette seule définition du DSM. Et quand on a élargi cette définition, peut-être avec les meilleures intentions, on a créé tout un système qui est lié aux fabricants de médicaments, aux questions de santé publique, à toutes ces statistiques, de telle manière que s'est opérée une redistribution des pouvoirs qui paraît maintenant tout à fait légitime.
Effectivement, nous avons la chance de percevoir depuis quelques années des financements de la part d'entreprises pharmaceutiques qui nous ont permis de diffuser nos tests à l'échelle nationale. Leur nom n'est pas écrit partout, on ne l'a pas placardé. Nous avons plutôt pour habitude de travailler avec la branche caritative des entreprises pharmaceutiques quand nous travaillons avec elles. Mais nous avons à cœur de continuer à proposer ce service. Nous savons que les tests fonctionnent et qu'ils guident les gens vers des traitements appropriés. Et ce n'est pas la peine qu'ils soient tamponnés du nom d'une entreprise pharmaceutique. Il y a des avantages et des inconvénients, mais ça nous a permis de diffuser ces produits au niveau national. Les fabricants de médicaments ont compris que le meilleur moyen de vendre des pilules, c'est de vendre des maladies, de les promouvoir. Donc, ils ont diffusé le message que la dépression était un état très répandu et ignoré. Et ils ont convaincu les gens qu'au lieu de problèmes de la vie quotidienne, ils avaient une dépression clinique et qu'ils avaient besoin d'un traitement psychiatrique. Where does depression hurt? Everywhere. Who does depression hurt? Everyone. Did you know that depression hurts emotionally and physically? Not everyone looks at depression that way. Tell your doctor if your depression worsens or you have thoughts of suicide. Depuis l'arrivée du DSM, le nombre de personnes diagnostiquées dépressives et celui des prescriptions d'antidépresseurs ont augmenté de manière spectaculaire. La consommation d'antidépresseurs a quasiment doublé dans les pays de l'OCDE entre 2000 et 2011, sans pour autant que l'on puisse affirmer que le nombre réel de personnes dépressives est augmenté dans la même proportion. Ne serions-nous pas en train de médicaliser la tristesse et le mal-être plus que nécessaire, au risque de créer de nouvelles souffrances ? J'ai choisi de devenir psychiatre car déjà j'étais personnellement intéressé par les maladies mentales. Quant à ma spécialisation dans le domaine de la dépression, elle vient tout d'abord du fait que cette maladie psychique est celle qui se guérit le mieux, normalement. Mais également parce que j'ai toujours eu un faible pour les personnes tristes, déprimées ou anxieuses. Cette clinique a ceci de particulier que nous recevons des patients qui ont été diagnostiqués dépressifs, non par eux-mêmes, mais par plusieurs médecins, et qui, malgré 5, 10, voire 20 ans de traitements médicaux, ne guérissent pas. Il est certain que parmi eux, il y a une proportion non négligeable de personnes qui, alors qu'elles traversaient juste une mauvaise passe qui les a démoralisées à un instant de leur vie, ont vu leur santé psychique au contraire s'aggraver à cause des traitements et des médicaments pris consciencieusement pendant toutes ces années. Simplement, comme on diagnostique la dépression chez les personnes qui remplissent une liste de critères définis, de nombreuses personnes se retrouvent hélas englobées dans cette définition trop large. Les médicaments que nous utilisons ne sont pas aussi efficaces, ni aussi sûrs que nous le pensons, et comportent en réalité de gros risques. De plus, une grande partie des informations dont les médecins disposent sur la sûreté et l'efficacité des médicaments est nettement biaisée, exagérant les bénéfices et minimisant les risques, voire même dissimulant des faits importants.
わからない部分もあるんですけれど、不安に関しては非常に効果を感じているので、はい、日常生活を送るにあたって非常に頼りになっていますね。はい、あとは痛みに対してはもうこれがなかったら非常に痛くて生活を送るのが大変なので、はい、なくてはならないものになっているかもしれません。まあ、日常生活をもっと、普通のものに近づけたらなと思いますね。はい、外出ができたり、はい、家事ができたり、はい、友人に会えたり。Je crois qu'il est probablement approprié d'utiliser des antidépresseurs pour les patients souffrant de dépression grave, une maladie qui, selon moi, est du ressort de la psychiatrie. En revanche, je crois qu'on se trompe en pensant que toutes les personnes diagnostiquées dépressives par le DSM-5 ont besoin d'antidépresseurs. L'OMS et l'Institut national de santé mentale américain ont un intérêt particulier à ce que les maladies mentales soient très communes et causent de nombreux handicaps, car c'est comme ça que leurs budgets sont définis. Plus les maladies mentales causent des déficiences, plus elles sont fréquentes, et plus ils recevront d'argent pour pouvoir les étudier. Alors, je suis tout à fait en faveur de ça. Je trouve qu'il y a bien trop peu de financement dans la recherche et le traitement des gens qui sont atteints de maladies mentales. Mais je pense que les chiffres sont très exagérés. Il faut voir que pour l'OMS, cette notion de maladie invalidante est une sorte d'outil marketing. On est face à un véritable système de promotion de la maladie. Mm, 心の中のどこかに Love yourself, love your my life、自分の人生を投げ出さずに生きていけたらなと思います。そうですね。はい、ぜひ希望を失わずに。On a tendance à penser que les dépistages et les traitements précoces sont de bonnes choses. Mais le problème, c'est que de plus en plus de gens qui, en réalité, n'en auraient pas besoin, reçoivent des traitements excessifs, entrent dans une dépendance et aggravent au contraire leur maladie. Je me demande ces derniers temps si nous tous, les psychiatres, nous ne devrions pas mieux cibler nos interlocuteurs, afin d'apporter de l'aide uniquement à ceux qui en ont vraiment besoin, sans pour autant impliquer la société tout entière. Les pathologies mentales sont largement sorties du monde de la psychiatrie parce que ces questions-là aussi étaient auparavant des questions spécialisées de médecine et de psychiatrie et qui sont aujourd'hui devenues des questions, pas seulement la dépression, mais les questions de santé mentale d'une manière générale, sont devenues des questions transversales à toute la société. Et on peut dire que la santé mentale, au fond, c'est une sorte d'attitude générale de nos sociétés à l'égard de l'infortune ou de l'adversité produite par des relations sociales. Et je dirais même que c'est l'attitude individualiste à l'égard de ce type d'infortune. At any
À toutes les époques de l'histoire, dans tous les groupes sociaux, culturels ou locaux, les gens ont des langages pour la souffrance et la détresse, qu'ils utilisent à la fois pour se comprendre eux-mêmes et pour communiquer leur détresse ou leurs problèmes aux autres. Et la dépression est vraiment devenue, à plusieurs niveaux, un de ces langages. Comme expression, son usage est très large et presque banal. Des gens vont dire « Oh, j'ai vraiment été déprimé par ce truc » ou « Ce film m'a déprimé ». Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans des abîmes de souffrance, mais juste qu'ils se sentent un peu découragés, démoralisés ou rebutés par cet événement. Donc ça, c'est l'aspect le plus banalement partagé. C'est le problème lorsque les choses deviennent une sorte de langage commun au sein d'une communauté culturelle. Leur usage devient très élastique et très étendu. Elles fonctionnent un peu comme des métaphores de nos expériences. Le mot dépression, victime de son succès, a aujourd'hui largement dépassé la réalité de la pathologie. Une autre maladie a connu une certaine notoriété récemment, le syndrome bipolaire, autrefois connu sous le nom de maniaco-dépression. Il se retrouve de plus en plus souvent à la une des médias. Dans ses cours à l'Université de New York, l'anthropologue Emily Martin l'étudie comme une métaphore des valeurs de notre société contemporaine. Je dirais qu'être bipolaire, c'est avoir à vivre avec le fait que nos humeurs, les joyeuses comme les tristes, peuvent potentiellement devenir excessives par rapport à une norme souhaitable. Les phases d'euphorie sont géniales. On adore ça. C'est vraiment la meilleure sensation du monde. Mais dans ces périodes-là, on a comme le pressentiment qu'avec une telle surcharge de courant, on risque de disjoncter. On sent qu'on est au bord du gouffre, mais c'est impossible de s'arrêter. Et on finit par s'effondrer. Les gens disent qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Et c'est aussi parce que lorsqu'on est dépressif, on perd le langage. On n'arrive plus à formuler ses pensées. On n'est plus capable de s'exprimer. On est totalement terrassé par la souffrance. Hi Will, welcome. Give you a chance to warm up. Very cold. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du trouble de la manie. Ça a été adopté par la presse très largement comme une bonne caractéristique, un bon moyen de décrire les hommes ayant très bien réussi. De ce point de vue, la dépression est logiquement devenue le pendant du manque de productivité. Ce n'est peut-être pas l'expérience réelle de la dépression dont il s'agit, mais c'est un jumelage culturel entre très haute productivité et productivité faible, voire inexistante. En étudiant sa propre maladie d'un point de vue anthropologique, Emily Martin a mis en lumière comment la part maniaque, la part euphorique du syndrome bipolaire est valorisée dans notre société, et comment incidemment la part dépressive est associée à l'inefficacité et au manque de productivité. This is a public health poster from the 1970s which shows these plaster mannequins are the people who are depressed, and the ones that look like ordinary people are the non-depressed. And so we're supposed to attend to depression as a public health problem in order to improve people's productivity in the workplace, which is only one way that depression could be understood. What does it mean when you... Qu'est-ce que ça veut dire quand vous calculez le coût de la dépression pour la nation? Ça doit vouloir dire les gens ne viennent pas travailler. Comment sinon on pourrait calculer le coût pour la nation?
Lorsqu'une société traverse une crise, surtout une crise économique, les gens ont besoin de plus de soins de santé mentale, et non l'inverse. Cela profitera à la communauté et au pays à long terme. Car en préservant la santé mentale des gens, on les encourage à aller mieux, ils deviendront des membres productifs de la vie de leur pays, et ils vont générer de l'argent. Depuis 2008, la Grèce fait face à une crise économique profonde et a vu s'accroître de manière spectaculaire ses taux de chômage, mais aussi de dépression et de suicide. Pour le député européen Nikos Chrountis, le lien est évident. Face à la détresse de ses concitoyens, il a décidé de soulever la question de la prise en charge de la santé mentale au Parlement européen. Actuellement, selon les statistiques officielles, nous avons un suicide toutes les 18 heures en Grèce et une tentative de suicide toutes les 45 minutes. Vraisemblablement, les chiffres réels sont bien plus élevés, car l'Église orthodoxe condamne le suicide. C'est pourquoi ils ne sont pas déclarés comme tels. Et je le répète, c'est la crise qui est principalement à l'origine de cette situation. Et donc le chômage, l'indigence et la misère qui se sont accrues et qui ont engendré des phénomènes de dépression tels qu'ils conduisent au suicide. Nous faisons tous de la dépression. Dépressifs, nous le sommes tous. Moi-même, je le suis. J'exerce un métier qui n'est pas le mien, que je ne connaissais pas. J'avais un autre métier. Je dirigeais une importante manufacture de confection de vêtements. Et arrivé en fin de carrière, pour survivre, j'ai dû changer de métier à cause de la crise et de ses conséquences. Personnellement, j'ai trouvé le courage de me battre. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je l'ai trouvé. D'autres n'ont pas cette force. Cet endroit où nous nous trouvons débordait de vie avant. Tous ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé psychique y sont venus suivre des programmes de formation. Maintenant, tout ça est fini. Au-delà des chiffres, des nombres et des statistiques, je peux dire que ce que nous vivons au quotidien chez nous, dans notre famille, dans notre métier, a changé et a pris une coloration grisâtre. Personnellement, je le constate en premier lieu dans mon travail, avec mes patients dont la plupart manifestent des symptômes de dépression. La famille est un lien très fort ici. Mais parfois, quand il n'y a pas de famille, ou quand la famille n'a pas les moyens d'aider, alors l'individu ne sait plus comment s'en sortir, y compris psychologiquement. C'est à ce moment-là que des médicaments peuvent être prescrits et parfois ils apportent un soulagement. Γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη, παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω λίγο σε κάποιον, θα μπορούσα να μιλήσω σε εσάς. Ναι, πείτε μου. Δεν ξέρω τώρα πού να αρχίσω. Έχω έντονα προβλήματα αϊπνίας εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν κοιμάμαι. Κοιμάμαι μετά τη μέρα για αρκετές ώρες. Δεν έχω ρίξει για τίποτα. Είμαι ένα άδειο σακί.
quando fisicato θα πέσει, θέλω να σας πω, είναι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν υπάρχουν και κλάματα, δεν υπάρχει επιθυμία για τίποτα. Εδώ και αρκετούς μήνες είμαι άνεργος. Γενικώς δεν μου έχει βγει τίποτα. Lorsque les conditions économiques créent le désespoir, la honte, le sentiment de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, qu'elle fragilise de manière intolérable l'image de soi, qu'elle crée le sentiment que rien n'ira jamais mieux, il y aura forcément des gens qui envisageront le suicide. Ça ne relève pas d'une maladie en soi, ça n'est certainement pas un trouble dépressif. Ce qu'une culture nous offre en termes d'espoir, de fierté, de capacité à faire le minimum qui nous paraît nécessaire pour vivre dignement, tout cela a un impact sur les taux de suicide. Et en ce moment, en Grèce, il y a un tel désespoir que beaucoup de gens ont l'impression que c'est leur seule issue. Mais selon moi, conclure hâtivement que la plupart d'entre eux sont atteints de dépression clinique est sans fondement. C'est pas neutre, c'est pas innocent d'avoir une lecture médicalisante, psychiatrisante des effets d'une guerre qui se mène contre un peuple. Vous voyez, c'est-à-dire, je n'aurais pas supporté qu'on psychiatrise, qu'on psychologise notre lutte et résistance contre le fascisme. Il n'y a aucune raison pour psychologiser les effets de cette horreur macroéconomique. Et en tant que psy, notre responsabilité, c'est de ne pas psychologiser. C'est-à-dire, parce qu'on est psy, on est bien placé pour savoir qu'il ne faut pas psychologiser la vie. Il faut être particulièrement habile et avoir un certain sens politique pour être capable de dire « non, ce n'est pas que moi, c'est la situation ». Et je suis tout à fait prêt à dire que ça m'arrive parce que pour moi, ce n'est pas juste ma faiblesse personnelle qui est en jeu. À l'inverse, on préfère plutôt adopter ce langage psychologisant très courant parce qu'il se réfère à une expérience partagée. Il permet de ne pas sortir du lot, mais d'avoir un problème que tout le monde connaît. Au Québec, nous avons connu une épidémie de burn-out. Donc, c'était possible pour les gens de dire « je fais un burn-out ». Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est une dépression, mais ça veut dire aussi que ma situation professionnelle est très exigeante et pénible. Mais ce n'est toujours pas une manière très politique de se demander « attends, pourquoi j'ai un burn-out? Qu'est-ce qui coince dans ma situation professionnelle? Est-ce que le rythme est inhumain ?» Ce qui serait une manière tout aussi pertinente de décrire la situation. Mais on préfère toujours revenir à l'individu. On avance souvent que rejeter tout ça à un niveau individuel arrange bien le système économique. Comme ça, on peut dire « ok, c'est toi. Maintenant, on a tout un panel de produits, d'activités et de services à te proposer pour que tu redeviennes un maillon fonctionnel d'un système plus large. » Et ce qui est inquiétant dans tout cela, c'est comment ça efface toute analyse plus approfondie et toute réponse à grande échelle. On peut dire que l'exact opposé de cette hyperpsychologisation et individualisation de la souffrance, c'est un peu Occupy Wall Street. Des gens qui se retournent contre le système en disant « Attendez une minute, il y a des choses dans ce système qui sont profondément démoralisantes et aliénantes pour nous tous. On ne veut plus de ça, on veut que ça change. » Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, a dit que la médecine ferait de tels progrès que bientôt plus personne n'irait bien. Il a introduit le concept du soma dans Le meilleur des mondes, l'idée que les gens tiennent le coup grâce à une pilule qui les rend heureux. Vous pourriez vous demander ce qui aujourd'hui conduit à la dépression. Et s'il y a des problèmes dans notre mode de vie, quelque chose qui aurait à voir avec le capitalisme consumériste, avec une société orientée vers la réussite, avec le fait d'être assailli à longueur de journée par des stimulations, des incitations à consommer, s'il s'avère que ces choses sont problématiques, est-ce qu'on veut se voiler la face et dire « il n'y a pas de problème, prenez cette pilule ».
et vous pourrez supporter cet environnement difficile que nous nous sommes créés. Ce sont les statistiques du gouvernement américain qui le disent. Parmi les femmes qui sont dans la fleur de l'âge, entre 30 et 50 ans, environ un quart d'entre elles sont actuellement sous antidépresseurs. Pas sur l'ensemble de leur vie. En ce moment même, environ un quart de ces femmes sont sous antidépresseurs. En France, est-ce que tous les étudiants prennent des amphétamines? Ici, c'est le cas. Si on prenait un groupe d'étudiants de l'université de New York, et s'ils pouvaient parler librement, on découvrirait probablement qu'environ 8 sur 10 prennent des amphétamines. Si ce n'est pas du dopage, je ne sais pas ce que c'est. On n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a jamais le droit d'être fatigué, et de moins en moins. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment la dépression, d'une certaine manière, essaie d'excuser socialement ce que la fatigue n'est pas capable de faire. L'un des grands droits qu'il faudrait conquérir, ce serait le droit d'être fatigué. Et le droit d'être triste. Et le droit d'être triste, qui va avec, effectivement. La nature humaine est d'une formidable constance. Notre monde ne compte pas plus de grands dépressifs aujourd'hui qu'hier. Ce qui change, c'est notre manière d'appréhender nos souffrances. En exigeant de nous la performance, notre société nous interdit la tristesse, l'ennui, le spleen, le deuil, la latence, qu'elle médicalise à outrance. Mais sommes-nous vraiment obligés d'obéir, de souscrire à cette mythologie contemporaine? N'est-il pas temps d'en réinventer une autre? Όλη αυτή η κατάσταση βλέπω ότι δεν μπορώ να την φύγω από το να πίνω, δεν μπορώ να ξεφύγω από το να ξενυχτάω. Πρέπει να ξαναμπω σε μια κανονική ροή. Έχω ακούσει ότι υπάρχει παραγωγική αγωγή που μπορεί να σε βοηθήσει να σε μια νιώσεις πάλι δυνατός. Ναι, αυτό ισχύει. Μπορείτε να πάρετε δηλαδή κάποια φαρμακευτική αγωγή και όντως σιγά σιγά θα σας βοηθήσει να σταθείτε στα πόδια σας, θα ηρεμήσει λίγο αυτή η άσχημη διάθεση. Με τη σειρά του η άσχημη διάθεση θα βελτιώσει κάποιες από τις σχέσεις.